Mes chers camarades, bien le bonjour. L'Égypte ancienne, le berceau de la et des théories extraterrestres. C'est pour ça qu'on l'aime quand même. On n'aurait pas eu Stargate sans les Égyptiens, donc ils méritent notre respect quand même. Bref, cette civilisation, elle est tellement fascinante qu'elle a donné lieu à un nombre incalculable de légendes depuis l'Antiquité. Et justement, dans cette vidéo, on va s'attaquer à 5 de ces idées reçues, dont certaines flirtent parfois avec la théorie du complot. On commence avec du lourd puisqu'il s'agit d'une théorie qui affirme que les anciens Égyptiens maîtrisaient l'électricité. Et la preuve, ça serait qu'une fresque représente des ampoules. Direction le sud de l'Égypte et plus précisément le village de Dendera où se situe l'un des plus célèbres temples dédiés à la déesse Hathor. La zone où se situe le temple a livré des vestiges archéologiques très anciens. Mais le monument qui nous intéresse, et qui est encore visible aujourd'hui, date de la période dite ptolémaïque. Le temple est donc un monument récent à l'échelle de l'histoire égyptienne, puisqu'il fut construit au 1er siècle avant notre ère. La déesse Hathor, à qui est dédié le temple, est la déesse de la maternité par excellence. Liée à l'amour et à la joie, elle est considérée comme la nourrice divine du pharaon. Hathor est généralement représentée sous la forme d'une vache ou comme une femme portant des cornes sur la tête et parfois des oreilles de vache. Il s'agit de l'une des divinités les plus anciennes du panthéon égyptien et, à tort ou à raison, elle se confond au fil de l'histoire avec Isis, notamment à cause de leur rôle de mère divine et de déesse liée à la famille. Au total, le temple de Dendera comprend 11 cryptes qui étaient, à l'époque, fermées par de lourds blocs de pierre pour en cacher l'entrée. Seuls les prêtres étaient autorisés à y accéder et ils y entreposaient probablement des objets et des reliques utilisés durant les rituels et les fêtes religieuses. Chaque crypte comprenait plusieurs salles dont chacune était décorée d'une thématique propre liée à une divinité en particulier. Les soi-disant ampoules qui font tant parler d'elles se trouvent dans la crypte sud numéro 1. Une étroite pièce d'environ 27 mètres de long pour 1 mètre de large et plus de 2,30 mètres de haut. Sur l'une des parois de la crypte sont figurés 2 personnages tenant dans leurs bras de longs tubes dans lesquels se tortille un serpent. Ce sont justement ces objets un peu bizarres qui ont été comparés à des ampoules et qui font dire à certains que les Égyptiens maîtrisaient une technologie très avancée pour l'époque. C'est même parfois brandi comme la preuve d'une intelligence extraterrestre au service des anciens Égyptiens. Il y en a qui ont clairement pas la lumière à tous les étages. Mais alors, si c'est pas des ampoules, que représentent ces formes étranges ? En fait, il s'agit d'un assemblage de plusieurs éléments symboliques que l'on retrouve depuis le début de l'histoire égyptienne. Le serpent, par exemple, c'est un animal qui, malgré sa dangerosité, est lié à la fécondité et à la régénération. Dans la mythologie égyptienne, c'est l'une des premières créatures à avoir émergé du néant originel au moment de la création du monde. Le dieu Arsomtus, le fils d'Hathor, est d'ailleurs lui-même parfois représenté comme un serpent. Le deuxième symbole majeur que l'on aperçoit à la base des longs tubes, c'est la fleur de lotus. Cette fleur, elle est également associée à la création car d'après les anciens Égyptiens, le soleil serait apparu pour la première fois sur un lotus. La fleur de lotus, c'est donc un symbole de renaissance. Les autres éléments symboliques sont les figures qui servent de support aux soi-disant ampoules. Celle de gauche est comme soulevée par un petit personnage au bras levé. Ce petit personnage est une représentation du dieu E, une divinité à forme humaine associée à l'éternité et à la répétition du temps. Dans l'écriture hiéroglyphique, l'image de ce dieu sert d'ailleurs à écrire le mot « et », qui signifie « million », que les Égyptiens utilisaient entre autres pour signifier l'éternité, l'infini. C'est pour cette raison que certains pharaons se font bâtir ce qu'on appelle des temples de millions d'années, c'est-à-dire des monuments destinés à perdurer pour l'éternité et à faire vivre pour toujours leur mémoire. Le réceptacle de droite, lui, est appuyé sur un pilier dont le nom égyptien, Djed, envoie à la stabilité, à la durabilité. Ça tombe bien pour un pilier. Ce pilier est identifié au cours de l'histoire à la colonne vertébrale du dieu Osiris et à celle de tous les défunts. Il s'agit donc d'un symbole renvoyant à la stabilité de la monarchie pharaonique et à la régénération perpétuelle de toute vie. En résumé, ces images n'ont absolument rien à voir avec des ampoules ou des objets électriques. C'est simplement des concentrations de symboles anciens liés à la création du monde, à sa stabilité et à sa durée que les anciens Égyptiens espéraient éternelle. Le culte rendu aux dieux, d'ailleurs, c'était un des moyens d'assurer cette pérennité. Donc c'est vraiment pas absurde de retrouver ce genre d'image dans l'une des parties les plus importantes du temple d'un point de vue théologique. Voilà, désolé de vous décevoir, mais les Égyptiens, ils pouvaient pas commander des ampoules de leur salon avec Alexa ou Google Home. Les pauvres. On continue avec les interprétations improbables, puisque si certains affirment que les anciens Égyptiens utilisaient des ampoules, d'autres vont carrément jusqu'à soutenir qu'ils avaient des tanks et des hélicoptères. Rien que ça. Même dans Age of Empires, en rentrant des cheatcodes, on n'avait pas autant de pouvoir. Cette théorie complètement dingue est due à la mauvaise lecture d'une inscription en hiéroglyphe dans le temple de Séti Ier à Abydos.
En effet, on remarque dans cette inscription des signes qui semblent représenter un hélicoptère, une sorte de tank ou de speeder, et même ce qui ressemble à un avion ou à un vaisseau spatial. Mais on va pas s'emballer et remettre tout ça dans son contexte. Abydos est une ville de la Haute-Égypte parmi les plus anciennes de l'histoire égyptienne, puisque les premiers pharaons y étaient enterrés. Abydos est également connue comme la ville du dieu Osiris, et pour ses nombreux temples, notamment ceux du roi Séti Ier et de son fils, le célèbre Ramsès II. Mais si le gars là, qui est dans tous les films. Séti Ier fut le deuxième roi de la 19e dynastie. Il aurait régné sur l'Égypte entre 1295 et 1279 avant notre ère environ. S'il est connu du grand public comme le père de Ramsès II, il fut un pharaon très actif et on lui doit de nombreux monuments encore visibles aujourd'hui. C'est le cas par exemple du temple d'Abydos, que le roi fait construire pour s'assurer, après sa mort, la protection d'Osiris, le dieu des défunts et de l'au-delà. Un temple qui servait également à la réalisation de rites et d'offrandes en l'honneur du roi lui-même. C'était son tipi ou son Utip, si vous préférez. Dans ce temple, on trouve une inscription sur laquelle est gravée, en hiéroglyphes, la titulature du roi, c'est-à-dire les différents noms qui lui étaient attribués en tant que pharaon. En Égypte ancienne, les rois avaient 5 noms, dont 2 étaient entourés du fameux cartouche. Cette sorte de contour qui permet en partie à Jean-François Champollion de déchiffrer l'écriture hiéroglyphique. Dans l'inscription d'Abydos se trouve ainsi un des noms de Séti Ier, à savoir son nom de Nepti, que l'on traduit par « nom des 2 maîtresses ». Ce nom, il associe le roi aux 2 déesses de la Haute et de la Basse Égypte, c'est-à-dire représentant le sud et le nord du pays. La Haute-Égypte, le sud, est ainsi associée à Nerbet, une déesse à forme de vautour, tandis que la Basse Égypte, le nord, est pour sa part associée à Wadjet, une déesse cobra. Le nom de Nepti de Séti Ier signifie donc dans sa globalité « celui qui renouvelle les naissances dont le bras puissant repousse les 9 arcs ». L'expression « les 9 arcs » étant utilisée par les anciens Égyptiens pour désigner leurs ennemis, principalement étrangers. Alors tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on arrive du titre d'un pharaon égyptien à des hiéroglyphes en forme de chars d'assaut ou d'hélicoptères ? En fait, on est en présence de ce qu'on appelle un palimpseste, c'est-à-dire de l'ajout d'un texte par-dessus une inscription déjà existante. C'est un procédé qu'on retrouve très souvent sur parchemin, le premier texte étant effacé pour pouvoir en écrire un nouveau par-dessus. Mais il arrive parfois que l'effacement du texte d'origine ne soit pas très net et qu'on arrive encore à en lire des passages malgré la superposition avec le nouveau texte. Dans le cas de l'inscription de Séti Ier, c'est exactement ce qu'il s'est passé. En l'occurrence, Ramsès II a fait inscrire son propre nom de Nepti par-dessus celui de son père. Mais c'est vraiment un sale type, vous allez me dire, sur Ramsès II. Eh ben, non, en tout cas, pas pour ça en particulier. Il n'y avait rien de scandaleux dans le fait d'effacer le nom de son père. Je dirais même plus que c'était une pratique assez courante en Égypte ancienne. Et puis les pharaons réutilisaient souvent les blocs de pierre issus de monuments de leurs prédécesseurs, soit pour des raisons pratiques, en cas de manque de matériaux, soit pour des raisons politiques, pour affirmer sa légitimité ou son pouvoir en général. Dans le cas qui nous intéresse, le nom de Nepti de Ramsès II, qui vient se superposer à celui de son père, était le protecteur de l'Égypte qui fait se prosterner les pays étrangers. La superposition des noms des 2 pharaons a alors donné lieu, avec la progressive dégradation de l'inscription à travers le temps, à l'apparition de signes étranges. Pourtant, pas de mystère, on peut très bien expliquer ces formes sans tomber dans l'inventaire des machines de guerre aériennes du futur. L'hélicoptère, par exemple, provient de l'addition du hiéroglyphe de l'arc, issu du nom de Séti Ier, et de 2 bras, issus du nom de Ramsès II. Le speeder, ou le tank, est pour sa part le fruit de la superposition des hiéroglyphes de la main et de la côte, 2 signes très courants dans l'écriture hiéroglyphique. Enfin, le vaisseau est dû, quant à lui, à l'association d'un ovale, un hiéroglyphe représentant une bouche, et de 2 autres signes, à savoir un bras et une sorte de corbeille, qui eux aussi se rencontrent très souvent dans les textes égyptiens. On les retrouve tellement souvent qu'ils sont même dans la plupart des alphabets hiéroglyphiques que l'on vend aux touristes sur des morceaux de papyrus. En résumé, même si c'est plutôt cool d'imaginer les anciens Égyptiens avec des speeders ou des hélicoptères, faut bien se rendre à l'évidence, ils avaient pas plus d'ampoules électriques que de vaisseaux spatiaux. Et là, on est simplement face à des inscriptions classiques qui, par le hasard de la conservation archéologique, ont fait naître des formes dans nos esprits modernes, obsédés par la technologie, qu'on va s'empresser d'identifier à des objets d'aujourd'hui. En parlant de spectaculaire, on va se pencher un instant sur la grande pyramide de Khéops, et plus particulièrement sur sa construction, puisque, vous allez le voir,
si les extraterrestres n'ont, encore une fois, rien à voir avec tout ça, il s'avère qu'il en va de même avec les esclaves. La question des esclaves en Égypte ancienne, elle est plutôt complexe et débattue depuis longtemps, puisqu'elle apparaît déjà dans la Bible où les Hébreux sont dominés et maltraités par les Égyptiens. Mais l'esclavage tel qu'on l'imagine n'est introduit en Égypte que tardivement, à travers les invasions perses et grecques, aux alentours du 7e ou 6e siècle avant notre ère. Avant ça, la servitude, elle est connue et attestée en Égypte, mais elle ne concerne que des catégories de personnes bien précises, comme les prisonniers de guerre. En plus, elle ne prend pas la forme d'une exploitation meurtrière, comme c'est le cas par ailleurs, mais plutôt d'une domesticité qui, sans être bienveillante non plus envers les esclaves, est loin de l'image qu'on lui donne avec distribution de coups de fouet et exécution sommaire en tout genre. Ça, c'est surtout le cinéma qui nous l'a amené. On connaît également une forme d'esclavage pour dette, mais ça, c'est principalement attesté au Nouvel Empire, soit 1000 ans après la construction des pyramides. À l'époque de Khéops, autour de 2550 avant notre ère, la documentation égyptienne nous apprend l'existence d'un système de corvées temporaires auquel étaient convoqués certains individus ou groupes d'individus appelés mérètes. Ces corvées, elles concernaient principalement le travail dans les champs afin d'approvisionner les temples en nourriture pour les offrandes, ainsi que les villages dans lesquels vivaient les prêtres au service du culte royal. Mais ça n'est clairement pas une population servile qui effectue ces corvées, plutôt une catégorie sociale inférieure destinée à labourer les terres cultivables et à travailler dans les domaines agricoles appartenant à l'élite ou aux institutions religieuses. Le roi pouvait même les offrir à ses plus fidèles sujets ou au clergé d'un dieu en plus des domaines sur lesquels il travaillait. C'est une sorte de cadeau bonus, en quelque sorte. 1 hectare de champ acheté, une équipe de travailleurs offerte. Et je peux vous dire que la pizza de votre village, elle a absolument rien inventé niveau marketing. Alors qu'on soit clair, la position de ces Égyptiens, elle était loin d'être enviable. Mais ces gens-là, ils étaient rémunérés, notamment en nourriture et en vêtements, puisque l'Égypte à cette époque, elle possédait pas de monnaie. Et même si les mérètes ne pouvaient pas refuser la convocation, ils étaient pas réduits en esclavage pour autant. Il ne faut pas non plus oublier que durant l'Ancien Empire, au 3e millénaire avant notre ère, toute la population égyptienne, à l'exception des proches du roi, pouvait être convoquée pour travailler dans les champs ou sur les chantiers en cas de besoin. L'administration centrale contrôlait tout et pouvait appeler tout individu à travailler pour la couronne et ses nombreuses institutions à travers le pays. Les pyramides, quant à elles, n'ont pas été construites par des hordes d'esclaves maltraités comme on le voit dans les films, puisque sur le chantier, on trouvait plutôt des ouvriers et des artisans égyptiens, dont certains faisaient valoir des qualifications et des spécialités reconnues et appréciées par Pharaon. Pour être tout à fait honnête, il est possible qu'ils y ajoutaient quelques individus qui n'avaient pas trop le choix et qu'on pourrait rapprocher du statut d'esclave pour effectuer des tâches ingrates, mais en vrai, on n'en a aucune preuve. En plus, la construction d'une pyramide était un chantier d'importance majeure, et dont la symbolique dépassait de loin le simple aspect architectural. Le roi, pour se faire bâtir sa dernière demeure, depuis laquelle il espérait rejoindre les dieux dans l'au-delà, il avait besoin de travailleurs fidèles et d'ouvriers qualifiés aux compétences diverses. Des tailleurs de pierre, des maçons, des fabricants d'outils, des transporteurs de matériaux, etc. Il fallait à tout prix éviter que la structure ne soit trop fragile ou mal agencée, d'où le besoin d'ouvriers et d'artisans compétents et conscients de l'enjeu d'une telle construction. On a retrouvé, autour des pyramides de Gizeh notamment, les vestiges d'un village qui pouvait accueillir près de 20 000 ouvriers. Enfin, les papyrus de Wadi el-Jarf, découverts récemment, nous renseignent sur le quotidien de plusieurs équipes de travailleurs liées au chantier de la pyramide de Khéops. On y constate une alimentation plus variée que celle de la plupart des anciens Égyptiens, ce qui illustre plutôt bien la réputation dont pouvaient jouir ces ouvriers et ces artisans. En clair, on est très loin des cohortes d'esclaves charriant des blocs lourds de pierre sous la menace du fouet de leur maître. En réalité, la construction d'une pyramide, elle voyait passer de nombreuses équipes d'ouvriers qualifiés, secondées par des travailleurs peut-être moins compétents, mais rémunérés et appelés à servir au nom de leur pharaon. Que ça soit dans des articles ou dans des vidéos, on entend souvent dire que les anciens Égyptiens taillaient leurs blocs de pierre à l'aide de simples burins de cuivre et de percuteurs en pierre. Pourtant, l'outillage égyptien était plus développé que ça, et ce, dans tous les domaines de l'artisanat et de la construction en général. Pour ce qui est des pyramides, 2 questions vont revenir assez régulièrement. Comment les Égyptiens ont pu tailler leurs blocs de pierre avec une telle précision, et comment ont-ils transporté ces blocs jusqu'au chantier à plusieurs kilomètres, voire dizaines de kilomètres plus loin. On va s'attarder un peu sur la taille des blocs. Les ouvriers préparaient l'extraction en créant des entailles dans la pierre à l'aide de ciseaux en cuivre et en pierre dure, comme la dolérite. Puis, ils introduisaient dans ces entailles des coins en bois qu'ils percutaient avec des maillets, la plupart du temps en bois, eux aussi. Les coins dits éclateurs séparaient les blocs de pierre de la masse rocheuse en suivant les entailles creusées au préalable.
Pour polir les blocs, les Égyptiens utilisaient principalement des burins en cuivre de taille variable et des percuteurs en bois ou en pierre. Les burins les plus épais servaient aux gros œuvres quand les blocs sortaient tout juste de la carrière. Les burins plus fins, eux, pour leur part, permettaient d'aplanir les différentes faces du bloc. Si on avait des petites aspérités, les artisans tendaient alors une corde au-dessus de la pierre et à l'aide d'un indicateur en bois, notaient l'emplacement de ces imperfections. Celle-ci était alors gommée à l'aide de morceaux de silex ou de grès. Point très important à souligner, seuls les blocs visibles étaient taillés et polis avec précision. L'intérieur de la pyramide, lui, il est principalement composé de blocs plus grossiers dont les interstices sont comblés avec un mélange de gravats, notamment des chutes de calcaire, et une sorte de mortier afin de lier le tout. L'idée selon laquelle tous les blocs de la pyramide sont taillés avec une précision millimétrée, elle est donc fausse. Les Égyptiens se contentaient d'appliquer cette précision uniquement aux pierres les plus exposées. C'est un peu comme toi dans ta baraque en fait, quand tu fais un trou dans le mur, tu rebouches avec n'importe quoi, peut-être même que tu as suivi un de ces tutos sur le net pour réparer ton mur avec des nouilles déshydratées, mais si tu mets un bon coup de peinture en façade, ça se voit plus. Quant au transport des blocs, ceux provenant des carrières les plus éloignées étaient acheminés par voie fluviale sur le Nil, puis rapprochés de la pyramide via des canaux arrangés spécialement jusqu'à proximité du chantier. Les pierres issues de carrières plus proches, pour leur part, étaient tractées par les ouvriers après avoir été placées sur des traîneaux en bois que l'humidification du sable permettait de tirer plus facilement. Et une fois les pierres sur le chantier, comment les Égyptiens en ont fait des pyramides? Ça c'est une autre histoire, et croyez-moi, il n'y a pas d'extraterrestres non plus. Tous les outils mentionnés précédemment sont connus en Égypte dès les époques les plus anciennes, notamment l'Ancien Empire, la période durant laquelle furent bâties les pyramides de Gizeh. On en retrouve des représentations sur les parois des tombes et des temples, ou encore sur le sarcophage d'un certain Minraf, dressant une liste d'outils en pierre et en métal. Bref, les anciens Égyptiens avaient à leur disposition des outils bien plus sophistiqués et diversifiés que de simples cailloux ou des burins. Ça n'atténue vraiment pas la prouesse qu'a été la construction des pyramides, mais ça explique certaines parties qui sont assez essentielles. Les origines ethniques des anciens Égyptiens sont au cœur de débats intenses depuis des dizaines d'années. Certains défendent en effet une origine purement africaine pour la population égyptienne, tandis que d'autres suggèrent plutôt un mélange de populations issues de divers territoires. La première thèse est celle du mouvement dit afrocentriste. Ces théoriciens, ils vont soutenir que les anciens Égyptiens étaient un peuple africain issu de populations du sud et de l'ouest de l'Égypte, soit une partie de ce qu'on appelle de façon très synthétique l'Afrique subsaharienne. Pour ça, ils se fondent sur des affinités linguistiques supposées entre l'ancien égyptien, la langue transcrite par les hiéroglyphes, et différents langages de l'Afrique moderne comme le Wolof ou les dialectes Peul. Mais ces rapprochements sont majoritairement erronés. Ils reposent en effet sur une phonologie égyptienne reconstituée et la plupart du temps arrangée de telle sorte qu'elle corresponde au mieux aux arguments recherchés. En résumé, les théories linguistiques mises en avant par les afrocentristes, elles tiennent pas vraiment face à une étude rigoureuse et méthodique de la langue égyptienne. Oui, il existe bel et bien quelques mots et quelques sons comparables à ceux de la langue africaine aujourd'hui. Mais la langue de l'époque, elle était également très influencée par les dialectes sémitiques, c'est-à-dire issus des régions du Proche-Orient. L'ancien égyptien, c'est donc une langue afro-sémitique, ce qui constitue déjà un premier mélange. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de l'ADN même des anciens Égyptiens, de leur origine, en dehors du langage? D'un point de vue historique, le pays lui-même est divisé dès les plus hautes époques entre Haute et Basse-Égypte, respectivement le sud et le nord du territoire. Il y a évidemment des contacts, des échanges et des mouvements de population, mais les deux régions sont bien distinctes. Les habitants de la Haute-Égypte partagent ainsi plus de traits communs avec les populations du sud de l'Égypte, notamment celles de la Nubie, le Soudan actuel, tandis que ceux de la Basse-Égypte se rattachent plutôt aux populations du nord, principalement celles du Levant, à savoir le Liban et la Syrie-Palestine par exemple. Et même si l'unification du pays à la fin du 4e millénaire avant notre ère voit les rois du sud prendre le dessus sur ceux du nord, ça n'implique pas que les Égyptiens deviennent soudainement plus africains qu'auparavant. Il s'agit simplement d'une unification politique sous l'autorité d'un seul roi, les deux régions et leurs populations restant distinctes même si elles appartiennent désormais au même État. Les Égyptiens se nomment alors eux-mêmes les Kémétiou, ceux de la Terre Noire. Mais contrairement à ce que certains laissent entendre, la Terre Noire n'a rien à voir avec la couleur de peau des habitants. En fait, ce nom provient avant tout de la couleur du limon, ce dépôt noirâtre qu'apporte la crue du Nil et qui vient nourrir les sols pour permettre des cultures abondantes. La Terre Noire, c'était donc la terre fertile qui apparaissait une fois le Nil redescendu et sur laquelle les Égyptiens fondaient l'essentiel de leur subsistance et de leur économie. D'ailleurs, si la Terre Noire n'a
Rien à voir avec la couleur de peau des anciens Égyptiens, hein, ces derniers ne se représentaient pas eux-mêmes avec une peau noire. Dans l'iconographie, les Égyptiens donnaient à la peau des hommes une teinte brune ou rougeâtre. Les femmes, quant à elles, étaient plutôt colorées d'ocre et de jaune. Les Égyptiens se représentaient donc avec une peau auburn, parfois presque basanée, mais pas noire. Les quelques figures véritablement noires dont on dispose, comme la statuette de Toutankhamon par exemple, sont dues soit aux matériaux utilisés, comme l'ébène, soit à une symbolique précise liée à cette couleur et dont on vient de parler, celle du limon fertile. En effet, puisque ce limon permettait aux Égyptiens chaque année de cultiver la terre et de se nourrir, le noir a parfois été associé à la régénération de toute chose. Représenter un personnage en noir, c'était ainsi l'associer à la fertilité et à la renaissance. C'est d'ailleurs la couleur du dieu chacal Anubis qui veille sur les nécropoles et participe à la momification. Les examens génétiques effectués sur des momies ont démontré par exemple que les populations autochtones occupaient l'Égypte aux époques les plus anciennes, des populations nomades ayant très tôt connu des échanges avec d'autres tribus. Ces tribus, elles provenaient de toutes les régions frontalières de l'Égypte, aussi bien du sud que du nord, et même de l'ouest. Et de nombreux peuples libyens ont pu migrer vers la vallée du Nil lors de l'aridification de cette région. Mais c'est pas tout. On a aussi des études ostéologiques et dermatologiques, c'est-à-dire sur les os et sur la peau, qui arrivent à la conclusion que la population de l'ancienne Égypte, elle était majoritairement distincte de celle que l'on trouve au sud du pays, notamment en Nubie, en Érythrée ou en Éthiopie, pour ne citer qu'elle. Si les os et la peau des momies ont fourni tout un lot d'informations, c'est aussi le cas des dents, que de nombreux défunts ont conservé grâce à la momification. Et en l'occurrence, l'examen de ces dents donne un résultat plus net encore. Les anciens Égyptiens seraient ainsi plus proches des populations du Proche-Orient que de celles du cœur de l'Afrique. Encore une fois, les conclusions donnent aux Égyptiens des origines hybrides, mais on constate de plus importantes corrélations avec les pays du Levant qu'avec ceux de l'Afrique subsaharienne. Une étude publiée en 2017 dans la revue Nature révèle même que ce n'est que tardivement, à peu près au moment de la période dite byzantine, entre 284 et 641, que le patrimoine génétique des Égyptiens est véritablement impacté par les mouvements de population venus du sud du pays. Les Égyptiens d'aujourd'hui sont donc en quelque sorte plus africains que ceux de l'Antiquité. Alors oui, je vous vois venir, il y a bien eu une dynastie africaine durant l'Antiquité égyptienne, à savoir la 25e dynastie entre 760 et 653 avant notre ère. On appelle cette dynastie la dynastie des pharaons noirs parce que ceux qui occupent le trône d'Égypte à cette époque sont originaires de Nubie, le Soudan actuel. Donc on est à peu près sûr que ces rois étaient noirs de peau. Mais il ne s'agit que d'une dynastie particulière qui laisse sa place, après environ un siècle de domination, à une nouvelle dynastie de pharaons égyptiens. Eh ben, il fait chaud, hein. Il fait chaud par ici. En tout cas, c'est la fin de cet épisode consacré aux idées reçues sur l'Égypte ancienne. Vous le constatez, comme moi, il reste encore de nombreuses légendes autour de cette civilisation, et il est toujours bon de rétablir quelques vérités au milieu de cet océan de théories pas très scientifiques.